Alors franchement, ça se voit que vous avez arrêté définitivement la politique, vous êtes complètement largué, mon pauvre vieux. Pays de merde! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 1 de Journaleux Politicard Podcaster, JPP. Je ne suis pas Nelson Palesmirman. Et je ne suis pas Adrien Vicente. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui a fait l'actualité cette semaine, qui est la possible réforme de l'égalité du temps de parole pendant la campagne présidentielle, ainsi que la retraite d'une immense personnalité du foot français, Christian Jean-Pierre, qui cessera de commenter les matchs sur TF1 pour l'Euro, remplacé par ce brave Grégoire Margoton qui officiait jusqu'à aujourd'hui sur Canal+. On va peut-être faire les présentations. Donc en ce qui me concerne, je suis Adrien Vicente, je suis journaliste, je travaille en ce moment à l'AFP au bureau de Madrid. Et moi je suis Nelson Palesmirman, je prépare actuellement l'agrégation d'allemand, mais c'est pas pour ça que je suis sur ce podcast à la base, même si vous avez sûrement rendu compte dans l'épisode 0, j'ai même placé des trucs sur la mail. Non, moi je suis là parce que je suis membre d'Europe Écologie Les Verts Bordeaux, je suis secrétaire local à Bordeaux, donc je fais partie de ces affreux pourris de politicards. Bah Journaleux. Politicard. Donc un sujet qui aujourd'hui qui est au cœur des relations entre journalistes et personnalités politiques. Donc aujourd'hui on va parler de la proposition de loi socialiste qui a été adoptée à l'Assemblée nationale cette semaine, qui vise à je cite, moderniser les règles de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que l'une des principales mesures de cette proposition de loi, il y en a plusieurs, mais l'une des principales mesures et la plus contestée, c'est la limitation de la période d'égalité du temps de parole, d'égalité stricte du temps de parole entre tous les candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est 5 semaines, et l'idée est de faire passer cette période à 2 semaines, les 2 semaines de campagne officielle. Donc, c'est une période où le temps de parole et le temps d'antenne entre tous les candidats à la présidentielle doit être égal, c'est-à-dire qu'on doit faire parler autant de temps et on doit donner autant de temps d'antenne, c'est-à-dire qu'on doit en parler autant aussi à François Hollande, président sortant, et à Jacques Cheminade ou à Jean-Michel à peu près, candidat à la présidentielle surprise, peu importe de leur poids politique, de ce qu'ils représentent et de leur poids dans les sondages. C'est quelque chose qui était d'ailleurs très demandé par les médias audiovisuels, parce que les télés, ça les faisait chier de devoir donner le même temps d'antenne à tous les candidats. Ils disaient que ça les bloquait pour leurs émissions politiques. Il me semble que, en cherchant un peu, j'ai vu que le président du CSA, Olivier Schramek, avait demandé en 2013 officiellement que cette règle soit assouplie, et apparemment il va obtenir gain de cause avec ça. Mais bon, ça pose des questions d'ordre politique, c'est-à-dire que on rompt un peu l'égalité du temps de parole entre les candidats, et ça pose quand même un problème, notamment pour les petits candidats qui avaient déjà du mal à se faire entendre, et qui là pour le coup vont avoir encore plus de mal à se faire entendre en dehors des clips de campagne officielle, avec le bon vieux sous-titrage pour les sourds et malentendants qui sont pas top en plus quand on a le temps. Ouais, non, d'ailleurs, je suis bien placé parce que j'ai soutenu une des petites candidates à la présidentielle de 2012, Eva Joly. Alors déjà, d'une, moderniser. Quand vous avez moderne dans un projet de loi, c'est souvent mauvais signe. D'ailleurs, il suffit de regarder que la gauche moderne, c'est le parti le plus à droite de la gauche, entre guillemets, donc en fait, centre-droit, quoi. Valls... Les jeunes avec Macron, peut-être. Oui, voilà, les jeunes avec Macron, il y a peut-être plus à droite encore. Mais voilà, par exemple, on regarde Valls, lui, il dit toujours qu'il faut moderniser la gauche. Bon, mais on a vu ce que c'est son idée de la gauche moderne, c'est-à-dire la gauche de droite et d'extrême droite. Mais le souci, c'est que, par exemple, si on part que sur 2 semaines, personnellement, je reste persuadé que des choix qu'on avait en 2011, Eva Joly était le meilleur. Néanmoins, entre mars 2011 et donc avril 2012, elle perd 10 points. Voilà, elle est à peu près à 11%. Il faut se souvenir que c'était après la catastrophe de Fukushima, donc forcément les écolos avaient beaucoup d'attention à ce moment-là, et elle fait 2,31 au final.
Donc c'est pas en 2 semaines que peut se faire une campagne, hein, soyons clairs, c'est au minimum 5 semaines. Et encore, étant donné qu'on parle de la présidentielle depuis la dernière présidentielle, 5 semaines, c'est complètement ridicule. Après, je comprends que certains médias, il est dur par exemple d'arriver à du Monde à interviewer dans l'équipe de Jacques Cheminade, mais Jacques Cheminade, c'est l'exception. Et puis au final, ça fait rire tout le monde. Mais je veux dire, J'ai regardé du coup la règle officielle du CSA pour l'égalité du temps de parole, et il y a tout un passage sur le candidat a quand même montré qu'il est investi dans sa campagne, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des porte-paroles, que sa campagne doit être un minimum organisée. Je trouvais ça très drôle qu'il y ait ce truc-là. Il doit y avoir des preuves manifestes que le candidat fait vraiment campagne. Mais ce qui est marrant, c'est que je me souviens que le petit journal n'arrêtait pas de s'en plaindre en 2012 en disant nous on veut bien interviewer l'équipe de Jacques Cheminade, mais à part Jacques Cheminade, il n'y a personne. Mais Cheminade, c'est l'exception. On prend tous les candidats qu'il y avait en 2012. Ils avaient tous au moins un porte-parole, il y avait toujours quelqu'un pour parler. Ils avaient un vrai parti derrière eux. Voilà, et que ce soit de lutte ouvrière jusqu'au Front National, tout le monde avait au moins une équipe de 5 personnes autour d'elle qui pouvaient passer tous les matins sur les plateaux. Et dans le cas de la famille Le Pen, c'est juste la famille Le Pen. Mais voilà, c'est... Et Florian Philippot. Et Florian Philippot, pardon, le gendre idéal de la famille Le Pen. Voilà, c'est absolument grotesque. Ça doit être. J'imagine que la raison, c'est que le PS et les Républicains espèrent faire taire le Front National, mais au final, tout ce qui veut. Même pas au final, puisque si les chaînes de télé, les médias se basent surtout sur les sondages, entre autres sur le poids politique présumé des partis. Et aujourd'hui, c'est quasiment un jeu à somme égale entre le PS, les Républicains et le FN. Donc, ce que donnerait une campagne présidentielle comme ça, ce serait juste une campagne où on parlerait de Hollande, de Marine Le Pen et du candidat des Républicains. Je ne peux pas citer de nom entre... Geoffroy Didier, je pense. Oui, Geoffroy Didier. C'est très probablement lui, l'underdog. Non, mais c'est complètement ridicule. Et puis surtout, au lieu d'avoir ce que Hollande nous avait promis en 2012, c'est-à-dire d'aller vers un système politique français plus égalitaire, où on devait instaurer une dose de proportionnel, ce genre de choses. Au final, on va vers encore un peu plus de présidentialisme qu'on avait avant. Chacun défend son bout de gras. Hein. Ouais, voilà, bizarrement, dans les prises de position sur ce texte, les grands partis sont pour et les petits partis sont contre. Ah mais clairement. Sauf le Front National qui lui aussi se dit contre pour jouer la victime. Bah oui, non, mais là, c'est par pur esprit de on est contre l'establishment politique, donc on va dire qu'on est contre. De toute façon, si François Hollande avait dit je vais appliquer le programme de Marine Le Pen à la lettre, ils auraient quand même été contre. Hein. Voilà, il faut pas rêver. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, en 2012, soi-disant, Hollande n'avait pas la majorité nécessaire du Congrès pour pouvoir faire une révision constitutionnelle et instaurer une dose de proportionnelle et le droit de vote des étrangers. Mais là, même s'il est à renoncer aujourd'hui, donc aujourd'hui étant le mercredi 30, il a renoncé donc à la déchéance de nationalité. Néanmoins, c'était un projet qui a avancé beaucoup plus que le droit de vote des étrangers et la dose de proportionnelle. Donc, il va falloir m'expliquer d'où il sort ces chiffres, surtout que le Sénat a basculé à droite entre-temps. Hein, mais bon. Sur ce truc de montrer qu'on fait une campagne sérieuse, je sais que je me suis souvenu de mes vieux cours d'histoire politique quand j'étais à Sciences Po, qui m'ont beaucoup marqué. Qui est que dans l'élection présidentielle de 69, il y avait un mec, Louis Ducatel pour ne pas le nommer, qui s'était présenté. Le mec était ingénieur, il s'était juste présenté pour faire de la pub à son entreprise. Je suis Louis Ducatel, ingénieur. Votez pour moi ou non si vous voulez, mais par contre, j'ai une super entreprise et je suis un super ingénieur. C'est après cette élection qu'on a instauré et qu'on a monté le nombre de signatures. Oui, voilà, ça a vraiment existé. On a eu pire que Jacques Cheminade en termes de candidat what the fuck. Au moins, Jacques Cheminade voulait nous envoyer sur la Lune, donc il avait un programme quand même. Ouais. Il avait un programme complètement farfelu, mais un programme quand même. Oui, non, mais bon, c'est vrai que c'est évidemment qu'il y a une différence à faire. Par exemple, voilà le moment Allemagne. Quand je regarde les élections en Allemagne, effectivement, tu te retrouves déjà en Allemagne, on a un truc beaucoup plus écolo qui est qu'on a un bulletin de vote sur lequel il faut cocher. Donc au moins, ça t'évite d'avoir des millions et des millions de papiers à foutre à la poubelle après l'élection. Surtout ceux des petits partis du coup, ou ceux de Lionel Jospin en 2002. Voilà, un petit troll 2002 au passage.
Oh, parce qu'ils avaient déjà préparé, je me souviens qu'ils avaient déjà préparé ceux pour le deuxième tour, et qu'ils ont dû tout jeter à la poubelle et en imprimer en urgence de Jean-Marie Le Pen. Bref, fermeture de la parenthèse. En Allemagne, en tout cas, on a effectivement un système qui fait que vous avez 35-40 partis qui vont se présenter aux élections entre guillemets législatives que nous on appelle fédérales. Évidemment, au niveau du temps d'antenne des partis, c'est très compliqué. Et du coup, vous avez les tout petits partis vont se retrouver, eux, à 3 ou 4 heures du matin. Mais quand vous regardez la télé à 3 ou 4 heures du matin, vous voyez que les petits partis qui sont mis à l'antenne, c'est le parti des chrétiens aimant Jésus. Oui, il existe vraiment un parti qui s'appelle comme ça en Allemagne. Ou le parti qui s'appelle juste Le Parti, qui est un parti satirique, qui a actuellement un député européen d'ailleurs, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de barrière pour rentrer au Parlement européen, donc 0,9% suffisait pour avoir un député européen. Voilà, donc c'est ce genre de gens-là. Après, par contre, entre les différents partis, donc chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates, écolos, libéraux, la gauche et maintenant l'alternative pour l'Allemagne, il y a un temps d'antenne à peu près égal. Même quand les pirates commençaient à monter dans les sondages, on essayait de les faire passer beaucoup plus. Alors je ne sais pas exactement ce qu'est la règle en Allemagne. Néanmoins, voilà, vous avez au moins la possibilité de réellement en apprendre sur les candidats principaux. Alors que là, en France, je veux dire, même quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même fait entre 11 et 12%, je ne sais plus exactement comment c'est 11,11. 11,11, voilà. Facile à retenir. Est passé quand même, selon moi, à attirer beaucoup moins l'attention que Marine Le Pen, François Hollande et Nicolas Sarkozy, alors qu'il y a eu des moments où dans les sondages il était à 17, donc il pouvait faire du coude à coude avec Marine Le Pen. Voilà, c'est quelque chose qui me surprend. Je comprends qu'on n'ait pas trop envie de faire passer Eva Joly, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, bon, Cheminade on le met de côté parce que ça compte pas vraiment, mais voilà, ces candidats, c'est dur de leur donner autant d'antenne. Néanmoins, il faut le faire parce que parfois dans des élections, vous avez des surprises, comme on l'a malheureusement vu en 2002, mais comme on en discutait cette semaine, le général de Gaulle a vu lors de la première élection présidentielle, il pensait que c'était dans un fauteuil, il allait gagner dès le premier tour, au final il fait 55-45 au deuxième tour. Ouais, mais d'ailleurs justement, cette règle s'appliquait, c'était l'élection de 65, c'était la première élection où la télé a vraiment joué un rôle dedans, et De Gaulle, qui était un peu snob, a refusé d'utiliser son temps d'antenne, et du coup, à la place de ses spots, parce qu'il y avait une inégalité du temps de parole, l'ORTF diffusait un plan fixe d'une fontaine. Voilà, c'était le temps de parole de Gaulle, et du coup, il a commencé l'élection à se dire c'est bon, je serai réélu dans un fauteuil. Au final, il n'y avait que des candidats qui disaient du mal de lui, et il s'est retrouvé à devoir se taper un second tour, et à vraiment devoir faire campagne pour éviter de pas se faire réélire. Bon, au final, il a réussi, mais... Oui. Mais c'est peut-être ça qui a inspiré René Dumont avec son verre d'eau, c'est de voir l'équipe de campagne de La Fontaine de Gaulle. Il s'est dit ah, ça c'est un bon message, ça. Je vais avoir le même. Le résultat n'a pas forcément été le même. Non, malheureusement non. Mais bon, ce n'était pas le général Dumont, seulement l'immense René Dumont, sur lesquels les écologistes de droite se basent de nos jours en disant oui, avant on faisait pas de politique chez les écolos. Ouais, bon, ils ont oublié que l'écologie, même René Dumont, est né de l'époque 68 art quand même. Et comme disait le général Dumont, je vous ai compris. Ouais, tout à fait. Je bois devant vous ce verre d'eau. Non, mais voilà, il y a la vraie nécessité d'avoir quand même une égalité parce que malgré tous les sondages, malgré ce qu'essayent d'avancer les hommes politiques ou certains journalistes malhonnêtes, des idées peuvent émerger, des idées nouvelles. On en a parlé la semaine dernière. On a parlé donc de partis comme Podemos qui sont sortis de terre, de Ciudadanos, c'est ça, qui sont sortis de terre. Au final, je pense aussi aux libéraux démocrates qui, en Angleterre, en 2009 ou 2010. Je pense que c'est 2010. Voilà, 2010 font un très bon résultat à la surprise générale. Et qui pourtant avait beaucoup moins de temps d'antenne que les travaillistes ou les conservateurs. En Allemagne, voilà, malheureusement l'AfD sort de terre comme ça. Voilà, il y a toujours des surprises. Donc dire qu'il faut donner surtout du temps d'antenne aux favoris, ça tue complètement la démocratie. Et puis ça donne l'impression que les gens ont déjà que
il y a surtout 3 choix, et puis il faut se ranger derrière un des 3 camps, sinon on n'a aucune chance de faire avancer ses propres idées. D'autant qu'en France, on a le système des signatures pour être candidat à la présidentielle fait que c'est quand même déjà difficile d'être candidat à la présidentielle. Il faut quand même avoir un parti derrière soi pour pouvoir faire ce boulot monstrueux d'aller convaincre des maires de petites communes de t'accorder leur parrainage. Et du coup, on n'a pas l'argument du on a 50 candidats, on va pas présenter, on va pas donner un temps d'antenne égal aux autres, parce qu'on a 50 candidats, quoi, ce serait matériellement pas possible. Là, on a une dizaine de candidats à tout casser. Dans les élections précédentes, on a eu 10, 12, le maximum c'était 16 en 2002, mais c'était quand même la moyenne haute. 2012 c'était 10, 2007 c'était 12. C'est quand même possible d'avoir au moins pendant les 2 dernières semaines de campagne, pendant les 5 dernières semaines de campagne, d'avoir un traitement égalitaire, surtout que voilà, la présidentielle, on en parle déjà maintenant, quoi. Elle est déjà en train de se jouer, la campagne elle commence déjà plus d'1 an à l'avance, donc on n'est pas sur quelque chose sur lequel va se jouer toute l'élection. L'élection elle peut se jouer bien avant, quoi. Elle peut se jouer des mois avant, et donc dire que ça tue tout débat politique. Non, c'est pas vrai. Déjà, si vous voulez vraiment faire un débat politique entre les 2 ou 4 principaux candidats, vous les faites avant. C'est possible quand même. On parle déjà de la présidentielle en février. Et puis, moi, ça me choque pas que sur les 5 dernières semaines de campagne, il y ait une égalité stricte du temps de parole, d'autant qu'il me semble que cette égalité, c'est pas une vraie égalité, parce que c'est pas une égalité du temps d'antenne. À savoir que dans les 2 dernières semaines, si, on doit donner le même temps de parole au même créneau. Mais dans les semaines précédentes, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est le cas. Peu importe l'horaire auquel on programme les candidats, ce qui fait que les chaînes info en continu peuvent diffuser des discours de Dupont-Aignan à 3h du mat pour respecter l'égalité du temps de parole et parler des candidats, des autres candidats dans la journée aux heures de grande écoute. À ce sujet-là, je me souviens que lors du meeting d'Eva Joly à Bordeaux, je voulais regarder quelle était les passages télé, surtout que j'avais aussi bien moi que des potes, des jeunes écolos avaient été interviewés, donc je me suis dit je voulais voir si un d'entre nous allait passer, ne serait-ce que sur une toute petite chaîne. Je suis passé sur BFM TV. Et au final, je me suis rendu compte que le compte rendu de ce meeting, il était en plein milieu de la nuit, quoi, parce que c'était entre guillemets juste Eva Joly. Justement, à ce sujet-là, la rumeur court, enfin, même pas la rumeur, Noël Mamère l'a déclaré lui-même. Si Nicolas Hulot n'y va pas, il serait prêt à y aller. Moi, je dis oui, parce qu'au moins, on a quelqu'un qui maîtrise parfaitement les cordons des médias, étant donné qu'il en est issu lui-même. Journal Le Politicard, bonjour. Journal Le Politicard en un, qui est un excellent orateur. Donc au moins on aurait un peu plus de temps d'antenne, et puis les journalistes ils se diraient ouais super, on va avoir Noël Mamère, il va bien nous dire un truc bien polémique, on va pouvoir et surtout on aurait ce renouvellement de la classe politique depuis si longtemps. Oui, alors ça c'est vrai que sur ce côté là c'est un peu, mais après j'ai vu qu'un groupuscule écolo avait dit compte présenter Antoine Wechter à la présidentielle, donc candidat son propre parti à la présidentielle 88, donc voilà, il va encore y retourner. Voilà, nous au moins c'est 2002, ça va, c'est un petit peu plus récent, et encore c'était à la dernière minute, vu que Lippietz avait abandonné à cause d'une déclaration un peu limite, je sais plus laquelle, donc c'est pas que je l'omets, c'est que je sais juste plus laquelle, mais en tout cas évidemment que une candidature écolo de toute façon est par définition, tant qu'on est entre, on va dire, 4 et 10%, ça reste une candidature de témoignage. Voilà, on sait très bien qu'un candidat écolo qui va au 2e tour, ça va être extrêmement compliqué, à moins que on ressuscite Stéphane Hessel et qu'ils disent je me présente, là on a peut-être une chance. Voilà, et qu'il y a un alignement de planètes et qu'on récupère les 7 Dragon Ball. Tout à fait. Voilà, dans ce cas-là, on peut aller au second tour et on fout une branlée à Marine Le Pen 82% à 18%. Mais non, ça n'arrivera pas. Donc là, à ce niveau-là, ça me dérange pas que ce soit Noël Mamère qui fasse le témoignage, même si dans le reste du temps, je préfère un renouvellement assez clair. Julien Bayou, si tu nous écoutes, surtout n'hésite pas, même si je préfère clairement
Super, lorsque je veux sortir le nom d'un candidat, il ne me revient pas évidemment, donc je le dirai plus tard. Te connaissant, je pense que tu parles de Yannick Jadot. Tout à fait, voilà, Yannick Jadot 2017, voilà, je le lance. Mais il soutient déjà Hulot, il me semble. M'en fous. Il peut déjà pas être candidat. Oui, mais moi je ne veux pas Nicolas Hulot, voilà, je le déclare officiellement aussi, donc Jadot 2017. Mais c'est vrai que quand on couvrait les élections en Espagne, il y avait un des candidats, Alberto Garzón, le candidat de l'équivalent espagnol du Front de Gauche, qui a été complètement éclipsé par Podemos, qui a fait, je crois, 3 ou 4%, qui ont eu 3 députés, si je dis pas de bêtises. Sur la fin de la campagne, il disait mais c'est scandaleux, les médias ne s'intéressent pas à moi, enfin les médias ne m'invitent pas autant que les autres, tout ça. Et je me souviens qu'on avait une conversation, nous, au bureau, on disait... bah ça fait chier, mais bon, c'est vrai quoi. Il a raison, mais en même temps, le mec va faire 5%. On va pas parler de lui, surtout que nous, comme on fait l'international, on n'est pas tenu de respecter les règles, on s'en fout. C'est pour l'international, et c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, on ne l'a quasiment pas mentionné une seule fois. Alors que. Enfin, moi je suis très content qu'on ait cette conversation, justement, on en a parlé un petit peu avant. Parce que voilà, c'est entre un futur journaliste et un jeune homme politique, on va dire. Donc on a deux perspectives différentes. Je comprends voilà, que pour les médias, c'est pas toujours facile d'inviter Michel Dupont à l'antenne tous les soirs pour avoir une égalité de temps de parole. Néanmoins, on a quand même on a l'impression que, bon, déjà que le reste du temps, on donne pas beaucoup de temps de parole à quelqu'un qui n'est pas issu des 3 grands partis. Alors si en plus on le fait pas pendant les présidentielles et législatives, ne l'oublions pas parce qu'il y a aussi cette règle un peu bizarre que quand vous invitez quelqu'un, il faut mentionner ensuite les noms de tous les candidats qui se présentent sur la circonscription. Ce qui en général à la télé se fait dans un plan qui dure 2 secondes, où on voit la liste de tous les candidats. C'est ça, avec Michel Duret, candidat agriculture et chasse, voilà, en fait des trucs... toujours un peu loufoque, mais je me souviens qu'en 2010, pour les régionales, le Grand Journal avait invité Georges Frêche, parce que c'était Georges Frêche, parce que c'était un bon client, forcément. Et règle de l'égalité du temps de parole oblige, ils avaient dû inviter Raymond Couder, ancien maire de Béziers, qui s'est présenté contre lui, qui était un vieux chiant. Ça a dû être la pire audience du Grand Journal de toute l'histoire de l'émission. Bon, aujourd'hui, ils doivent être encore pires dans leurs émissions normales, oui. Mais... Et je me souviens qu'à l'époque, ils étaient obligés d'inviter ce mec qui n'avait aucun... Enfin, qui était juste un candidat de droite à la présidence de sa région. On savait qu'il avait aucune chance, mais il l'avait invité parce que il devait inviter le contradicteur du mec qu'ils avaient invité la semaine précédente. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que les socialistes eux-mêmes ne devraient pas avancer ce genre de règles. Et là, je vais sortir la boîte à anecdotes. Lors des législatives 2007, Ségolène Royal était invitée sur France 3. Et ils font un portrait de Alain Juppé, candidat dans la circonscription de Bordeaux 2. Et donc, ils parlent que d'Alain Juppé dans le portrait. Et Ségolène Royal sur le plateau pète une crise en disant « C'est scandaleux, vous n'avez pas mentionné la candidate en face de lui du Parti Socialiste qui est Michel Delaunay. » Voilà. Et à ce moment-là, le présentateur de France 3 un petit peu gêné, oui, effectivement, il y a Michel Delaunay contre lui, il faut aussi mentionner les autres candidats. Alors, il y a Pierre Urmic des Verts, par exemple, voilà, il essayait de mentionner un peu tout le monde, et au final, Michel Delaunay gagne à la surprise générale cette élection, et en plus a été réélu en 2012 et a été brièvement ministre délégué du gouvernement Hollande. Et bien justement, je suis sûr qu'elle ne les occupe pas, mais quand même, je le mettrai sur les réseaux sociaux, étant donné qu'elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Michel Delaunay, dans votre propre intérêt, et pensez à ce que vous avez traversé, ne soutenez pas ce projet de loi qui est absolument scandaleux et qui ferait que les candidats qui ont été à votre place auront encore moins de chances que vous ne l'aviez à l'époque contre la machine de guerre médiatique qu'est Alain Juppé. Mais pensez aux gens qui sont à votre place, quoi. Oui, oui, à un moment, on finit toujours par être le petit dans une élection et là, on se rend compte que les règles qui avantagent les gros, ça peut faire c'est pas cool. C'est nul, Denis, c'est nul de A à Z. Arsène, est-ce que vous me suivez ? Nous passons à la deuxième partie de ce podcast, qui est donc dédiée à cette immense voix du football français, qui a été élu micro de plomb par les cahiers du football. Donc le micro de plomb, c'était un trophée sur le modèle du ballon de plomb qui décernait la palme du pire commentateur du football français. Il l'a pas volé.
Il l'a pas volé, même s'il y avait de la concurrence quand même, notamment Xavier Gravelaine, on pense à toi. Ouh, oui, c'est vrai. Xavier Gravelaine, désolé, tu as été un très bon footballeur, mais pas un bon commentateur. Mais tu n'étais pas sur TF1. C'est ça. Et qui cesse donc d'être la voix du football sur TF1, remplacé par Grégoire Margoton, dont je pense qu'à peu près personne, aucun amateur de foot ne peut dire du mal. C'est vrai. Sur Canal+, il a été unanimement apprécié. J'ai vu passer sur Twitter une de ses... il avait pris en photo une de ses fiches et c'était bourré de notes de partout. Par rapport à Christian Jean-Pierre qui cite de temps en temps une anecdote qu'il trouvait sur Wikipédia. Ça fait bizarre. Souvent fausse en plus. Mais je me demande comment Margoton va évoluer en passant de Canal+ à TF1, parce que Canal+, c'est quand même, si tu es prêt à payer, je sais pas, 35 € par mois pour voir du foot, c'est que a priori t'aimes bien ça. Ouais. Comment il va faire pour passer d'une chaîne d'initiés à une chaîne grand public où tu vas parler à des gens qui regardent le foot une fois tous les 4 ans pour la Coupe du Monde. Enfin, tu dois pas commenter les trucs de la même manière, et c'est ce que disent les gens qui défendent Christian Jean-Pierre. Oui, il y en a, qui est que il ne fait que faire son travail, c'est-à-dire qu'il parle de foot à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément sur la chaîne la plus regardée de France, et que forcément on peut pas les voler très haut parce que on parle à un public qui n'a pas forcément les clés pour comprendre un discours. Enfin, comprendre un discours qui parlerait beaucoup de tactique. Ce sujet-là, je me souviens qu'on avait, avec un de mes anciens colocataires, on avait un jeu qui était le jeu David Astorga. David Astorga qui était avant on va dire Monsieur Terrain de... Voilà, le Monsieur Terrain de TF1, et il y avait déjà Christian Jean-Pierre, donc je vous raconte pas le mélange des deux. Et David Astorga, en fait, avait pour spécialité, le porc, de sortir des trucs, mais absolument inutiles, sur le terrain, du genre, les deux équipes ont des maillots différents pour qu'on puisse les distinguer. Merci David. La pelouse est verte. La pelouse est verte, pour pas qu'on la confonde avec le ballon qui est blanc. Merci David. Et voilà, on avait le jeu donc du Merci David, où on disait un truc évident, et du coup on répondait Merci David. Voilà, mais c'est vrai qu'avec le recul, voilà, si on marque un but de plus que l'adversaire, ça suffit pour gagner. Ah non, pardon, ça c'est Johan Cruyff. C'est vrai qu'il a sorti des belles comme ça aussi. Non, mais ce qui est marrant, c'est que évidemment, bon, nous on est des gros amateurs de football, on a baigné dedans depuis qu'on est petit, et il y a des trucs qu'on sait en plus. Néanmoins, voilà, je me suis placé, j'ai regardé le domaine qui n'est pas le domaine de spécialité de Christian Jean-Pierre, et ça se voit, c'est le rugby. Pendant la Coupe du Monde de rugby, enfin, j'ai des notions de rugby. Déjà, je suis né dans les Landes, donc j'ai forcément des notions de rugby. Et ensuite, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien regarder l'UBB, tout ça. Néanmoins, je n'ai pas les connaissances rugbystiques que j'ai de football. Et quand même, il y a des trucs qu'il dit qui me paraissent évidents. Voilà, que quand on marque un essai, on a des points. Oui, d'accord, ok. Si tu ne sais pas ça avant de regarder un match de rugby, tu ne regardes pas un match de rugby. Ou alors tu te renseignes auprès d'un pote avant, tu dis comment ça se passe le rugby. Ben, il y a des essais, il y a des pénalités, il y a des transformations. Super, génial. Voilà, c'est interdit de passer le ballon en avant. Voilà. Et surtout, il y a un moment dont je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, lorsqu'il commence à dire, je crois, du Pays de Galles. Ouais, c'est super, ils vont réussir l'exploit. Le fameux Pays de Galles, Afrique du Sud de la Coupe du Monde 2011, où il s'excite, mais pendant plusieurs minutes sur et les Gallois qui sont à 2 pas de l'exploit, qui sont en train de battre l'Afrique du Sud, et qui à un moment se fait reprendre par je sais plus qui commentait avec lui, parce que depuis plusieurs minutes il était en train de s'exciter sur les Gallois qui allaient battre les Sud-Africains, sauf qu'en fait ils étaient menés. De pas beaucoup, hein, ils devaient être menés de 2 points, ils devaient être un essai, et ils avaient fait un très gros match. Et le type lui dit oui, surtout que les Sud-Africains mènent 14-12, je sais plus le score, hein. Ouais, c'était pas 14-12. Oui, non, bien sûr. Ouais. Et le silence qui suit est magistral. Mais il est équivalent au vous me suivez, Arsène? Pardon. Voilà, c'est. Mais non, mais voilà, moi c'est ce qui m'inquiète par contre avec Margoton, c'est que alors Arsène Wenger va passer sur Bein, voilà, et là où il a sa place, parce que honnêtement, comme quelqu'un qui est censé réagir à chaud pendant un match de foot, non. Voilà, non, clairement pas. Pour tempérer les envolées lyriques d'Omar Da Fonseca. Oui, c'est ça. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est-à-dire, pour quelqu'un qui est sur un plateau, qui doit analyser ce qui vient de se passer, je peux comprendre. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais Margoton, lui, il est habitué à des mecs comme Christophe Dugarry, qui font que réagir pendant un match, qui sont à fond, qui ont des opinions
très forte et il sait très bien jongler avec. Moi, ce que j'ai peur, c'est que TF1 souvent prennent des gens qui journalistiquement ont vraiment du mal, des anciens footballeurs qui ont vraiment du mal journalistiquement et qui vont sortir des âneries les unes après les autres ou vraiment parler très très peu. Et ça va être très dur ensuite derrière pour Margoton de jouer avec ce genre de type-là, lui qui est habitué vraiment à avoir un jeu de, on va dire un ping-pong avec son commentateur à côté. Il faudrait quelqu'un, Dieu sait que j'aimais pas leurs commentaires, j'aimais pas toujours leurs commentaires à Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Néanmoins, on sentait qu'il y avait une dynamique, voilà, il se passait la balle, il faisait des blagues de merde comme... je me souviens d'un France-Turquie où ta mère pour frapper le corner, ah mais ma mère, Thierry, ça fait longtemps que je joue plus au football, ah non, je me permettrai pas. Voilà, c'était beauf, mais au moins il y avait un échange entre les deux. Il y avait une complicité. Ben, voilà. Après, c'est un couple mythique du foot français qu'il a commenté pendant des années. Donc, oui. Donc, ça va mettre un petit moment à se faire si oui, ça se fait, mais bien sûr, il faut qu'il trouve un partenaire. Il faudrait quelqu'un qui a pris sa retraite récemment, qui est encore bien dans le monde du football, entraîneur ou joueur, et voilà, qui aurait des opinions fortes, qui pourrait régulièrement les partager. Évidemment qu'un couple Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, ça n'est pas du jour au lendemain. Néanmoins, où dès le début on sent que bon, au moins les deux ont des trucs à dire, et qu'au bout de plusieurs années, Christian Jean-Pierre, on avait vraiment l'impression que le pauvre Thierry Gilardi, il décède je crois 2 ans après être arrivé chez TF1. En tout cas, ça devait être en 2008. Ouais, donc 3 ans à peu près après être arrivé sur TF1, parce qu'il était arrivé pour la Coupe du Monde de 2006. On se souvient de son commentaire après le coup de boule de Zidane. Non, Zizou, pas toi. Zinedine, pas ça, Zinedine. Et maintenant. Et du coup, voilà, donc il met Christian Jean-Pierre un peu parce que y a personne d'autre. Oui, pour cause de vacances du poste inopiné, quoi. Sauf que à aucun moment entre 2008 et maintenant, TF1 s'est dit bon, on va peut-être mettre les choses au clair et prendre un vrai mec qui est capable, pas juste le mec qui présente Téléfoot, et encore même quand il présente Téléfoot, c'est pas top. Il a commencé, juste avant l'émission, je me suis maté sa première apparition télé sur les insolites de Téléfoot en 99. Mon Dieu. Où il était question de Tony Vérel qui était un boucher sur le terrain et d'un match loufoque en Corée du Sud. C'est très rigolo de le voir présenter ce truc-là dans un décor qu'on aurait dit tout droit sorti des années 70, avec des bonnes ampoules bien kitsch, comme pouvait en faire la télévision des années 90. La magnifique télé des années 90. Mais Christian Jean-Pierre, pour moi, c'est un peu comme le mec qui est dans une soirée, qui sort que des fun facts dont tout le monde se fout complètement, et qui en plus ne sait pas arrêter une blague. Je veux dire, on a dans la JCP Box... CJP Box. CJP Box, pardon. JCP, c'était mon père. CJP Box, on a ce moment très gênant de la commode Louis XV, où juste dire que le mec, on dirait une armoire à glace, et voilà, c'est très drôle, et on s'arrête là. Donc il continue, il dit qu'il faut des déménageurs bretons et tout, et t'es là, non mais arrête, là ça commence à faire mal, quoi. Et c'est ça à tous les matchs, et je me souviens que pendant la Coupe du Monde 2014, j'avais commencé à regarder les matchs parce que c'était le plus simple sur TF1, sauf que les matchs de l'Allemagne, j'avais envie de les taper, quoi, parce qu'ils y connaissaient absolument rien, ils disaient n'importe quoi, en plus ils avaient des commentaires... Oh, le but, la transversale. C'était vraiment nullissime, et je préférais regarder en streaming, et je vais l'avouer de façon un tout petit peu illégale avec un VPN, regarder les chaînes allemandes, pour avoir des commentaires de qualité, et par la télévision publique en plus, pour dire que vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour avoir des commentaires un minimum correct, quoi. Moi je l'aimais bien, Christian Jean-Pierre. Je l'aimais bien, je sais qu'il n'y avait pas une grande culture foot, que tactiquement il s'excitait sur des trucs qui n'avaient rien à voir. C'est quand même le mec qui a inventé l'expression « c'est un corner intéressant ». Un corner peut pas être mieux placé qu'un autre corner, ça n'existe pas. Le corner, le principe c'est que c'est tiré toujours du même point. Mais je le trouvais rigolo, voilà, je trouvais qu'il mettait un peu d'animation dans le truc. Alors oui, sortait des fun facts dont tout le monde se foutait, mais moi ça me gênais pas, je l'aimais bien, je le trouvais un peu touchant dans sa façon de commenter. Et puis on sentait vraiment qu'il mettait du cœur à l'ouvrage, je crois qu'il était super à fond dans son truc, il était complètement premier degré, il se rendait pas du tout compte qu'il y avait plein de gens qui se foutaient de sa gueule. Je me souviens avoir lu une interview de lui par SoFoot où il se paie sa tête mais complètement, où il lui ressortent ses pires phrases qu'il a pu sortir, où il parle de je sais plus quel joueur, je crois que c'est de Robben, en disant
oh là là, c'est scandaleux de ne pas avoir de pied droit à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui ont les 2 pieds qui ont bossé. C'est quelqu'un qui suit un peu le foot se rend compte que c'est un truc stupide. Qu'il y a d'immenses joueurs qui ne bossaient qui n'étaient bons que d'un seul pied. Mais ils le mettent devant ces trucs et ils se justifient, mais avec un premier degré, un aplomb qui sont touchants, quoi. Mais après, il y a une question que je me pose, et j'engage tous ceux qui ont FIFA chez eux à jouer à ça. Quand vous avez FIFA, vous avez la version française, qui est mais pourrie de chez pourrie, avec Hervé Matou et... je ne sais plus. Et un ancien joueur aussi, dont les commentaires sont pas extraordinaires. Franchement, bon, ils sont nullissimes, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je suis passé dans les commentaires anglais, qui sont vraiment extrêmement bons, et qui sont faits par des mecs, en plus, qui font du football au quotidien, qui, en plus, par contre, font l'équipe nationale d'Angleterre. Est-ce qu'ils sont vraiment bons, ou est-ce que c'est parce que c'est une langue étrangère, et que, du coup, on voit moins que c'est... Non, franchement, je sens dans la variété des commentaires, je sens qu'il y a une très grosse variété des commentaires, qu'il y a une tentative, et ensuite je me suis amusé à chercher ces mecs-là sur internet, et à écouter des passes, au moins des mi-temps de ce qu'ils font, et voilà, il y a une analyse, il y a un minimum, les mecs ils sont à fond quand même, et je considère que il vaut mieux être à fond quand le moment est propice. Par exemple, le mec qui a commenté la finale de la Coupe du Monde pour l'Allemagne, c'est un mec qui d'habitude parle avec une voix plutôt tranquille et tout ça, et qui lorsqu'il a commenté Allemagne-Brésil était à fond sur les 3 premiers, et au bout d'un moment, là, oh là là, et qui commençait à faire ouais, merci, on a compris. Mais et il a vraiment commenté le match de façon très neutre. Par contre, sur le but de Götze, il pète un plomb, quoi. Il est vraiment, ouais, il devient fou. Et du coup, c'est le genre de truc qui en Allemagne fait la légende, parce que chaque Allemand est capable de te citer le commentaire fait au moment du but. Moi, je me dis, si Christian Jean-Pierre, aussi nul qui a été Thierry Roland, il était quand même un gros passionné de foot, et il savait y mettre du cœur. Donc on se souvient à peu près de comment il a commenté lors de France-Brésil et lors de France-Italie. Christian Jean-Pierre commente ses matchs, mais personne s'en souvient, et ça gâche mon plaisir, quoi. Je suis là, mais non, mais arrête, tais-toi, j'en peux plus, là. Et même Thierry Gilardi, au moment où il commente le coup de boule de Zidane, on sent toute la passion et la déception de l'amateur de foot qui est traumatisé par ce mec qui a été un des idoles du football français et qui a fait la plus grosse bêtise de sa carrière. Christian Jean-Pierre, il aurait fait, oh là là, oh non, c'est pas bien, oh non, non. Non, Arsène, vous en pensez quoi? Oui. Voilà, c'est ça. Je vois par contre, j'imagine le couple Arsène Wenger, Omar Da Fonseca, c'est en train de faire un truc dans ma tête. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Et vous êtes là, Arsène, ça fait 5 minutes que je vous entends pas. Oui, je suis là. Mais non, mais c'est vrai, du coup on fait un autre appel, après Michel Delaunay, maintenant on appelle beIN Sport, on vous en supplie, mettez, pendant l'Euro, mettez Omar Da Fonseca avec Arsène Wenger, du coup on souhaite un match... Vous allez payer un mec pour rien, du coup, mais c'est pas rigolo. On aimerait bien qu'il y ait un match Espagne-Angleterre pendant l'Euro, pour pouvoir mettre Omar Da Fonseca, qui je sais n'est pas espagnol, mais qui s'intéresse beaucoup au football espagnol, et Arsène Wenger à côté, pour avoir ce commentaire, où juste on aura Arsène Wenger, toutes les demi-heures, qui va dire bon, ce joueur est excellent, il joue à Arsenal. Voilà, c'est un excellent joueur que j'ai moi-même coaché à Arsenal. C'est pour ça je suis content de ne pas avoir regardé la finale de la Coupe du Monde sur TF1, parce que je me dis, ça se trouve avec Arsène Wenger, tout ce que j'aurais eu c'est dommage que Mertesacker ne joue pas, il est pourtant excellent à Arsenal. Oh, il y a Podolski aussi, qui est le grand joueur qui a joué à Arsenal. Oui, non mais tais-toi. Et surtout Mesut Özil, qui est le grand joueur qui joue à Arsenal. Non, arrête. Les meilleurs, ça n'a pas été eux. Donc, je pense qu'en général, il y a un problème de commentateurs sur TF1, et j'ai même peur qu'on ait l'effet, je suis passé sur TF1, c'est-à-dire que on a parfois des très très bons commentateurs, ou aussi des joueurs experts qui étaient très bons sur Canal, parce qu'on savait leur mettre les mecs qui étaient avec eux. Et là, je parle du Canal pré-Bolloré, j'espère que malgré Bolloré, ça va pas trop changer. Et qui, ensuite, une fois qu'il passe sur TF1, bon, c'est une catastrophe, quoi. Ça devient bizarre. Lizarazu, il était très très bon sur Canal+. Depuis qu'ils lui ont donné plus d'importance sur TF1, non seulement il a chopé un boulard monstrueux, mais en plus, je trouve qu'il y a beaucoup moins de qualité dans ce qu'il dit, parce que aussi, il n'y a personne pour le reprendre, personne pour lui dire, vous êtes sûr de ce que vous dites là, c'est quand même un peu n'importe quoi, etc., quoi.
Voilà, C'est le problème du grand public, mais je pense que là, pour le coup, Marc Gauton, il en est capable, parce qu'il a cette culture. Alors après, est-ce qu'il va être capable de faire des commentaires grand public? Je pense que oui. Enfin, je pense que c'est plus facile de passer du très bon niveau à du grand public que l'inverse. Oui. Je vois pas Christian Jean-Pierre aller commenter sur Canal+, sur beIN Sport. Je veux le voir commenter un match de football allemand, rien que pour casser une télé une fois. Voilà, merci beaucoup. C'était l'épisode 1 de JPP. On vous donne rendez-vous le plus tôt possible. Adrien va devoir repartir en Espagne prochainement, et donc on va essayer de faire une télécommunication via Skype pour enregistrer les futurs épisodes. Les joies de l'internet. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.